Salut et bienvenue à tous dans ce nouveau cours, notre leçon 2 du module 3, où on va voir ensemble les diagrammes UML. Alors, dans notre introduction, ici, on va noter tout simplement qu'il en existe deux catégories de diagrammes UML. Les diagrammes UML de structure et les diagrammes UML comportementaux. Alors, les diagrammes UML de structure représentent la structure statique d'un système, y compris ses composantes et leurs relations. Parmi ces diagrammes, on retrouve les diagrammes de classe, les diagrammes d'objets, de composants, déploiement, package et structure. Euh, ok. Et les diagrammes de structure. Bon, pour essayer de faire un point rapide, en fait, les diagrammes dits catégorisés comme des diagrammes de structure sont des diagrammes en fait qui ne réagissent pas à des événements, qui ne réagissent pas à des messages en fait. Donc ils sont là vraiment comme des squelettes qui permettent de donner vraiment un aperçu général, une arborescence de comment en fait le logiciel a été créé, quels sont les points forts, les points sensibles du logiciel. Vraiment, c'est comme le squelette, comme on dit. Donc, c'est un peu l'équivalent du HTML dans le langage de programmation. C'est-à-dire, il permet de détresser le squelette d'une page. De même pour un diagramme dit structurel, de pouvoir ressortir cela. Par contre, les diagrammes comportementaux décrivent les comportements dynamiques et les interactions dans un système. Ces diagrammes-là, tout simplement, contrairement en fait aux diagrammes dits structurels, ces diagrammes-là réagissent à des événements ou à des messages et peuvent répondre et donner une réponse. Donc, c'est un peu l'équivalent un peu de nos diagrammes. Pardon, c'est un peu l'équivalent, j'ai même dit même de nos diagrammes, c'est un peu l'équivalent dans la programmation à des langages tels que du JavaScript qui peuvent réagir à certains événements tels que des clics, machin, truc, et envoyer des réponses. Voilà. Donc, dans l'univers de l'UML, les diagrammes comportementaux sont ces diagrammes-là qui disent, OK, je reçois une excitation, ou alors je reçois un événement. Il faut qu'on les appelle comme ça des événements qui peuvent être des messages, et ainsi de suite. Et à cet événement-là, j'essaie de comprendre un peu de quoi il est question, et en fonction de ça, je renvoie un message ou je renvoie quelque chose. Voilà. Donc, parmi ces diagrammes, on a le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de séquence, le diagramme de communication, le diagramme d'état, le diagramme d'activité, le diagramme de temps, le diagramme d'interaction. Alors, comme précédemment dans le cours, la première leçon du module 3, j'avais eu à insister sur le fait il est vraiment intéressant pour vous de pouvoir commencer par c'est un diagramme. Et ces diagrammes vous donneront des bases pour pouvoir débuter et pouvoir déjà concevoir des systèmes qui sont déjà pas mal robustes et qui permettent de checker tous les attributs également et les avantages qu'on a eu à énumérer dans le premier cours. Et ces diagrammes, on avait cité le diagramme de classe, le diagramme d'activité, le diagramme d'état, le diagramme de séquence, le diagramme de cas d'utilisation, communément appelé le use case. Voilà. Alors, dans notre première rubrique, en fait, on verra le diagramme de cas d'utilisation. En fait, ici, on a un petit système, et petit système, c'est un jeu vidéo. Voilà. Je n'ai pas réfléchi au nom, mais je pense que je vais l'appeler Pop-Up. Pop-Up, je trouve un peu ça mignon. Voilà. Donc, désolé si on peut de nous reconcentrer un peu sur ce qui nous intéresse le plus. Dans un jeu vidéo. Ici, en fait, on a un petit bonhomme qui s'appelle joueur. Et ce petit bonhomme, en fait, en UML, on les appelle généralement des acteurs. On l'appelle un acteur. Donc, un acteur, c'est celui, en fait, qui permet d'envoyer un message ou d'émettre un événement. Voilà. Et vis-à-vis d'un système, le système doit répondre et lui donner une réponse. Voilà. Donc, et parmi ces acteurs-là,
on peut les décliner en fait en plusieurs euh, sections, catégories, je peux dire, en fonction des rôles qu'ils occupent dans le système. Donc, c'est-à-dire, on peut arriver ici qu'on a plutôt un 2 3 4. Donc, c'est-à-dire quatre acteurs différents qui sont tous des petits bonhommes. Et ces différents acteurs-là, qui sont principalement des acteurs physiques, parce qu'il faut le dire, il y a vraiment plusieurs types. Il y a des acteurs physiques et des acteurs que je peux caractériser pas physiques. Voilà. Pour les acteurs physiques, ce sont des personnes comme nous, des personnes de tous les jours. Mm. Et parmi ces acteurs, on peut avoir des joueurs. On peut avoir un joueur, comme aussi on pourrait aussi avoir pour les acteurs physiques qui sont scindés par rôle, on peut avoir des administrateurs de jeu. Et on va voir que les administrateurs de jeu, eux, par exemple, ils n'ont pas le même niveau, je vais dire comment, le même niveau, euh, je parlerai plutôt pour les joueurs et les administrateurs. Les joueurs n'ont pas le même niveau d'accès aux fonctionnalités que les administrateurs pourraient avoir. Donc, par cela, on peut essayer de catégoriser déjà les types d'acteurs physiques qu'on peut avoir, qui sont représentés par les petits bonhommes. Mais également, on peut avoir des acteurs que je qualifierais de non physiques, tels que qui peuvent être des services tiers, qui peuvent être joints au système, tels que les API. Voilà. Si par exemple, on veut inclure par exemple une fonctionnalité de paiement et qu'on ne veut pas s'embêter à vouloir concevoir un système à l'intérieur du système qui fera uniquement du paiement, on peut s'associer à un service tiers comme peut-être PayPal, Stripe, qui viendront en fait donner leur service pour pouvoir compléter en fait notre système. Et ceux-là, ce sont des acteurs que moi je qualifie de non physiques et eux, ils sont représentés autrement. Bon, c'est vrai que dans d'autres cas, les gens vont il n'y a pas vraiment de, je vais dire comment, il n'y a pas vraiment de censure. Donc, ils peuvent également être représentés même par les petits bonhommes, mais si ça ne matche pas, on peut les représenter autrement par un carré avec tout simplement le nom là-dessus. Donc ici, en fait, on a notre premier acteur qui est le joueur. Le joueur ici, il a plusieurs fonctionnalités. Donc on a la fonctionnalité authentifier, la fonctionnalité voir le catalogue de personnages, la fonctionnalité choisir son personnage, la fonctionnalité jouer, la fonctionnalité mettre une pause, la fonctionnalité continuer à jouer, la fonctionnalité arrêter le jeu. Voilà. Donc, voilà les différentes fonctionnalités du système. Et il faut que j'essaie de spécifier. Il ne s'agit pas ici, en fait, d'un jeu complet. En fait, il s'agit c'est une représentation assez simplifiée d'un jeu classique. Donc, on va essayer directement de parcourir. Donc, comme on a dit, le diagramme de cas d'utilisation est dit, en fait, est dans la catégorie des diagrammes dits comportementaux. Donc, ici, on a une interaction qui n'est pas directe. Voilà. Bon, c'est une interaction qui n'est pas directe. Les interactions vraiment directes sont celles qui ont des flèches là. C'est-à-dire, en fond, on a une flèche. Donc, on a une interaction. Et cette interaction, en fait, vient par exemple au niveau de jouer. Voilà. Une autre vient au niveau de choisir un personnage, une autre vient au niveau de voir le catalogue, une autre vient au niveau d'authentifier. Donc, ce qu'on va se rendre compte, c'est que, par exemple, lorsque un joueur décide de vouloir accéder à la fonctionnalité de jouer, donc forcément, de jouer, préalablement, on va essayer de voir euh, est-ce que la personne, donc il y a, euh, euh, on peut dire, une interaction qui include, qui veut dire inclure, euh, qui reprend la question, est-ce que la personne, pour que je puisse jouer, est-ce que la personne a eu à choisir un personnage? Et cette fonctionnalité-là doit renvoyer une valeur true, donc une valeur positive pour dire que, ok, si la personne a pu faire ça, ok, je peux permettre qu'il le fasse. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va vérifier est-ce que la personne a choisi un personnage. S'il a choisi un personnage, avant qu'il ne choisisse un personnage également, on va vérifier est-ce qu'il a d'abord vu un catalogue. S'il a vu le catalogue de personnages, ok, c'est bon. On va essayer de voir aussi est-ce qu'avant ça, il a déjà eu à s'authentifier. Voilà. Si seulement tout ça a été respecté, qui pourra maintenant jouer.
Et aussi, dans la fonctionnalité de jeu, on va se rendre compte qu'il y a des sous-fonctionnalités, qui est de mettre en pause le jeu, de pouvoir continuer le jeu et de pouvoir arrêter le jeu. Donc voilà un peu ce qui est un peu du diagramme de cas d'utilisation. En deux, ici on a le diagramme de classe. Le diagramme de classe est tout simplement la représentation d'une classe dans un logiciel. Une classe c'est tout simplement quoi? S'il faut le définir, franchement c'est comme une boîte noire qui a des propriétés et des fonctionnalités. Une fonctionnalité c'est tout simplement une action menée. Pour moi c'est une action menée. Une propriété c'est tout simplement ce qui qualifie en fait euh, je vais dire comment, ce qui qualifie vraiment la classe. Donc, euh, et souvent, les propriétés sont directement en rapport avec certains champs de base de données, généralement. Ils sont en rapport avec certains champs de base de données. Voilà. Et c'est un peu ça. Donc ici, on a une classe de joueurs. On va se rendre compte qu'un joueur, il a quoi? Un joueur, il a une ID, un identifiant, il a un nom, il a une force, il a une vie, il a aussi une super puissance. Bon, ce qu'on appelle souvent, c'est-à-dire vraiment le niveau où quand le gars, il a fond, là, il pète tout quoi. Donc il casse la baraque. Donc au niveau des fonctionnalités, on se rend compte qu'un joueur peut attaquer, il peut défendre, il peut mourir. Voilà. Il peut mourir, il peut se déplacer, il peut sauter. Il peut également sauter. Ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'au niveau des diagrammes de classe, il y a ce qu'on appelle les encapsulations, c'est-à-dire la capacité à pouvoir exposer ou de ne pas exposer tant propriétés ou fonctionnalités. Généralement, euh, une fonctionnalité ou, voilà, c'est mieux de revenir fonctionnalité ou propriété. Donc ici, on va noter que tous ces éléments, ce sont des propriétés, tous ces éléments, ce sont des méthodes ou encore ce qu'on va appeler fonctionnalités. Donc, lorsque on a ces moins ici, ça signifie en fait que l'encapsulation est en privé, c'est-à-dire on ne peut pas accéder à ça. Donc, du moins, on ne peut pas effectuer directement des actions d'écriture, dont ils peuvent pas être modifiés en tout cas. Ils peuvent pas être modifiés euh, directement en tout cas. Ils peuvent pas être modifiés directement. Donc c'est-à-dire ils peuvent pas être modifiés en dehors de la classe. Mais à l'intérieur de la classe, par contre, ils peuvent être modifiés. Maintenant, les méthodes ici sont généralement qui ont les plus sont en public, c'est-à-dire quoi? Les méthodes, en fait, dans leur comportement, peuvent être modifiées en dehors de la classe. Euh, Honnêtement, je vous invite à pouvoir explorer de façon un peu plus détaillée parce qu'il y a tellement de symboles, tellement de notions à pouvoir comprendre dans le diagramme de classe et également le diagramme de cas d'utilisation. Ici, il s'agit de ressortir un petit exemple qui permet d'avoir déjà un aperçu euh, de à quoi ressemblent ces diagrammes et qu'est-ce qu'ils font généralement. Entrons dans le diagramme d'activité. De façon plus simple, le diagramme d'activité est un diagramme qui permet de ressortir les différentes activités qui tournent autour d'un cas d'utilisation. Si on prend un cas d'utilisation comme par exemple, euh, je dis comment, je prends peut-être l'exemple peut-être de passer une commande. Si on a dans un supermarché un cas d'utilisation qui passe une commande, quelles sont les différentes activités qui peuvent se dérouler lorsque on décide de passer une commande. Euh, donc, on me passe une commande, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui doit être aussi intéressant, c'est que le diagramme d'activité, généralement, sont les déroulés qui sont assez visibles de par l'utilisateur, qui sont visibles de par l'utilisateur. Donc, ce sont des déroulés qui sont vraiment, comment on dit, visibles de par les acteurs. Vraiment visibles de par les acteurs. Donc, ici, en fait, on a par exemple un joueur
qui décide de presser le bouton d'une manette et le système vérifie la commande de la manette. Voilà. Dans ça, deux cas peuvent se produire. Si la commande est bonne, bon, c'est-à-dire si on est dans le cas où il sélectionne plutôt un utilisateur, ok, en fait, il sélectionne plutôt un joueur. Dans ce cas, il aura sélectionné le joueur et l'action se termine. Au cas où c'est plutôt une touche peut-être de direction, ok, c'est-à-dire on a une navigation dans le catalogue des joueurs et après ça on revient encore à l'utilisateur. Maintenant qu'il est à lui de voir, ok, est-ce que je peux encore appuyer sur un autre bouton peut-être pour choisir le joueur en question ou alors je continue à naviguer. Donc s'il continue à naviguer, encore si je prends ce bouton pour la navigation, ça revient un peu comme une boucle, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Et à préciser aussi que ceci, ça fait partie de la classe des diagrammes dits comportementaux, qui est différent plutôt pour le diagramme de classe qui fait plutôt partie des diagrammes, euh, les diagrammes structurels. Alors, le diagramme d'état. Personnellement, pour moi, c'est l'un de mes diagrammes préférés parce que vraiment, je le trouve assez intéressant, vraiment intéressant. Parce que le diagramme d'état permet de ressortir tous les états possibles qu'un objet peut avoir après son instanciation jusqu'à sa destruction. Je précise. C'est un diagramme qui permet de ressortir tous les états qu'un objet peut avoir depuis son instanciation jusqu'à sa destruction. Donc pour un joueur par exemple, un joueur peut se déplacer, un joueur peut sauter, tu vois, il peut attaquer, il peut se défendre, il peut mourir. Et ce qui est bien encore à noter, quand il meurt, bon, généralement on doit détruire, bon, ça dépend, on doit détruire. Euh, Ce qui est bien, comme je disais tantôt, c'est que le joueur peut quitter de l'état déplacé à l'état sauté, l'état sauté à l'état déplacé. De même, il peut quitter de l'état sauté à l'état attaqué et l'état attaqué à l'état sauté. Il peut quitter de l'état attaqué à l'état défendre et l'état défendre à l'état attaqué. Et quitter de l'état défendre à l'état mourir ou l'état attaqué à l'état mourir. Quitter de l'état sauté à l'état mourir, l'état qui se déplace à l'état mourir. Quitter également de l'état, se déplacer à l'état défendre. En fait, ça ressort le monde d'état. Comme aussi, on peut se rendre compte que l'utilisateur peut se déplacer plusieurs fois. Donc, il se déplace plusieurs fois, il peut sauter plusieurs fois, il peut attaquer plusieurs fois, il peut se défendre plusieurs fois. Donc vraiment, c'est un truc qui est vraiment, je peux dire comment, assez clair dans sa lecture et assez simplifié. Donc, il ressort vraiment l'ensemble des différents états que peut avoir un objet depuis son installation jusqu'à sa destruction. En 5 ici, nous avons le diagramme de séquence. Et le diagramme de séquence, ici, là, c'est tout simplement ce diagramme-là qui permet de représenter l'ensemble des séquences d'exécution du code. Voilà, l'ensemble des séquences d'exécution du code. Généralement aussi rapporter un cas d'utilisation pour la personne qui le veut vraiment. Je tiens à préciser ça dans le sens où euh, les diagrammes de séquence sont vraiment très précis et très précis dans le sens où ils donnent des contenus tellement détaillés. C'est pour ça que dans certains cas, on va souvent voir des diagrammes de séquences qui peuvent inclure d'autres diagrammes de séquences. Donc ça dépend vraiment de comment on veut représenter. Si on veut représenter notre système sur l'échelle macro, on peut le faire. Si on veut le représenter sur l'échelle micro, on peut également le faire. Donc ici, on a une petite séquence qui est peut-être de choisir un personnage où en fait on reçoit un acteur qui arrive, qui passe le bouton, le système en fait essaie de vérifier. C'est un peu l'équivalent de ce qui s'est passé dans le diagramme d'activité. Il essaie de voir, de vérifier la commande. Si la commande est une direction, il renvoie, c'est-à-dire
une vue de navigation au joueur. Ici, c'est plutôt une commande de sélection. Il change la vue carrément, il change la vue et permet de commencer le jeu. Si c'est dans le cas où on choisit un personnage, voilà, ou il change la vue tout simplement. Donc ici en fait on a une structure conditionnelle qui vient de vérifier en fait qu'il entre là, qui s'active lorsque on reçoit en fait le message 1 qui est le presser le bouton vert pour le système. Donc ici vraiment il y a tellement, je dis vraiment il y a tellement de structures qui peuvent être données. Il y a des structures dans lesquelles on peut avoir des cas où par exemple on se retrouve dans un diagramme de séquence où pour pouvoir passer une certaine étape, il faut plutôt intervenir qu'un autre système en fait, je vais dire comment, l'aspect, voilà, l'un des aspects modulaires qu'on parle en UML, c'est que par exemple, ce diagramme-ci, peut-être ce n'est pas celui idéal, mais par exemple, on peut avoir peut-être un diagramme, par exemple, qui ressort, je vais dire comment, hum, la séquence pour l'authentification. Voilà. Et ici, je me rends compte si par exemple, je vais peut-être faire quoi, choisir un personnage et que préalablement, je dois vérifier si l'utilisateur est identifié. Je vais devoir par exemple imbriquer le diagramme de séquence le diagramme de séquence d'authentification dans ce diagramme de séquence. Et ça, il y a également des symboles et des notions qui pourraient être utilisées pour pouvoir faire entrer ce diagramme de séquence là ici pour que lui également s'exécute pour dire en fait à l'équipe de développement qu'ici pour qu'on puisse sélectionner un joueur, il faudrait qu'il y ait d'abord exécution de la séquence d'authentification. Donc vraiment c'est vaste, il y a tellement de structures qui sont là, qui permettent de contrôler et pouvoir réagir et renvoyer des messages appropriés en fait de la part du système aux différents acteurs. Voilà. Et ici, je parle aussi également, il est important de pouvoir vraiment se documenter, d'aller fouiller, voir les types euh, d'actions qui peuvent être euh, émis, dont les types de messages peuvent être émis, autant pour moi, principalement on en distingue deux, il y a les messages dits synchrones, les messages dits asynchrones. Les messages dits synchrones sont généralement des messages euh, qui nécessitent une réponse du système avant de pouvoir, je vais dire comment, gérer d'autres messages. Or, les messages asynchrones peuvent directement se passer et passer à l'étape suivante pour pouvoir donc, en fait, il n'y a pas de blocus, comme on dit. Donc, ça dit, il peut s'exécuter malgré le fait que le système, par exemple, soit déjà en train de tourner. Voilà. Donc, en noter bien, il est bien de préciser que vraiment le diagramme de séquence est vraiment capital ou beaucoup plus utilisé. Bon, s'il faut le dire même, ce diagramme est plus adapté en fait pour représenter les interactions euh, entre les objets d'un système, c'est-à-dire les interactions entre les objets d'un système. Donc, ne soyez pas étonné ici que par exemple, à la place de voir ça, joueur et système, vous voyez plutôt des trucs comme peut-être le nom d'une classe, par exemple peut-être la classe user, donc, qui peut être bien sûr remplacée par ça, hein. Donc, la classe dont le joueur peut être remplacé par user, mais on ne peut pas dire que user est quelque chose qui est hors du système, puisque le système, voilà, user est plutôt dans le système. Donc, ne sois pas surpris que vous voyez plutôt user, ici par contre, vous voyez plutôt, c'est pas comment, un autre truc, je sais pas de comment, un autre truc, je vais dire comment, une autre classe par exemple. Donc, on peut avoir un truc de, c'est pas, euh, donc, en fait, ne soyez pas surpris de voir, par exemple, ici, qui est des noms de classes qui soient là plutôt que des acteurs comme ils sont là. Et que les classes là, maintenant, servaient plutôt à communiquer entre elles pour pouvoir, décrire
écrit un séquençage d'exécution du code informatique. Euh, Maintenant, on verra quelques logiciels du ML, et vraiment, il s'agit juste tout simplement de les citer, pas de vous dire comment les utiliser. Moi, personnellement, j'utilise StarUML. Moi, je trouve plutôt intuitif et assez complet pour moi, pour les projets dans lesquels je travaille. Mais également pour ceux, par exemple, qui sont pas qui sont pas fans plutôt, qui sont pas fans de StarUML, pourraient utiliser plutôt HTML, HTML, qui est aussi bien et vraiment très complet, vraiment très complet. J'ai utilisé ça, vraiment c'est très 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 complet. Mais personnellement, comme j'avais déjà assez d'affinité avec StarUML et que StarUML a toujours permis que je puisse faire ce dont j'ai à faire, j'aimerais continuer tout simplement là-dessus. Mais à vous de voir selon vos préférences et vos choix, vos affinités, voilà, de voir sur quoi se pencher. Donc ici, on arrive à la fin de notre deuxième leçon. Donc, on a pu voir tous ensemble les différents diagrammes UML. On a pu voir en fait les catégories de diagrammes UML. Voilà. Et il s'agit plutôt ici de pouvoir donner, vous donner à vous, c'est-à-dire les bases nécessaires ou les notions qui vous permettront de pouvoir non seulement débuter, mais de mieux vous organiser pour pouvoir mettre un bon pied vraiment sur le bon endroit lorsque vous entrerez dans l'univers de l'UML et de pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir déjà créer des systèmes assez robustes et assez complets déjà avec les quelques diagrammes dont je vous conseille de pouvoir utiliser. Donc on arrive à la fin et on se dira ciao et on se retrouve dans le prochain cours.